Hello to you. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le 4e épisode de La Cloche. En compagnie de Ali de Catch Club, je suis Christophe Ajus et encore une fois je vous dis bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue à La Cloche. C'est déjà le 4e épisode. Tout à fait. Donc on avance petit à petit. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux toujours à suivre les épisodes. Pour la première sur ta chaîne, on a fait 10 000 vues déjà, donc c'est pas mal. La toute première de La Cloche a plus de 30 000 vues, donc c'est vraiment énorme. Voilà, donc littéralement c'est de moins en moins. C'est de moins en Merci. moins. Donc merci d'être de moins en moins à nous suivre. Mais ça continue de faire des vues, c'est ça qui est beau, bien tu sûr. vois, par rapport et à puis moi, je ne suis pas aussi célèbre que toi dans le Oui, c'est vrai que je YouTube suis game. une grande star. Quand Oui, même. donc, je commence évidemment. à recevoir beaucoup de fan mails, des gens qui sont en bas de chez moi, qui crient mon Tout nom. à fait. Alors moi, ça ne m'arrive pas encore. Les seuls retours que j'ai, en plus de vos gentils messages, je le disais tout à l'heure à notre ami Ali, que je lis tous vos messages et je suis subjugué par votre gentillesse. Mais j'ai des retours également. Et donc, avant de débuter, je dois faire un disclaimer, comme on dit aux États-Unis, pour présenter mes excuses auprès de ma maman, qui, dans le premier épisode, trouve que je parle trop de mon papa. Et elle est jalouse, donc oui. C'est vrai, tu avais beaucoup parlé Ah oui, de ton j'ai papa beaucoup qui passé t'avait ce que je lui emmené ai à dit, parce Paris. que oui, il a fait de la route, quoi. Mais maman m'a rappelé qu'elle avait payé pour le bandana de Macho Man Randy Savage, le t-shirt de Hulk Hogan, le bandana également, les lunettes, et qu'elle m'avait soutenu durant toutes ces années, qu'elle me laissait regarder le catch le samedi après-midi pendant qu'elle lisait Marie-Claire. Donc voilà, pardon maman, et merci de nous suivre aussi toute seule finalement. Mais d'ailleurs, ça permet de rebondir sur une question que quelqu'un a également posée dans les commentaires. C'est quelle a été la réaction de tes parents quand tu leur as dit, écoutez, en fait, je vais être commentateur de catch. Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce qu'ils ont été étonnés? Est-ce que... Je n'ai pas pu leur annoncer vraiment comme ça. C'est pas comme on va dire, je vais devenir, j'aimerais être boulanger ou j'aimerais faire tel ou tel métier, puisque ce métier n'existait pas vraiment. Mais oui, ils m'ont soutenu, puisque comme tu le vois et tu l'entends, ils m'ont soutenu toute ma vie en me laissant regarder la télé, en m'accompagnant. Et le jour où je leur ai dit que j'avais un casting à Paris, Ils étaient à fond derrière. c'était évidemment, oui, c'est ma maman qui m'a emmené au train le soir. J'avais dit 22h, mais je crois que c'était plutôt minuit. Donc elle a travaillé le lendemain, elle est restée debout. Moi aussi, on a stressé tous les deux. C'était, voilà, oui, non, ils m'ont soutenu. Ils n'ont pas eu le choix, cela dit. C'était ça ou rien. Donc, Ah, il a trouvé quelque chose. oui, Il a trouvé quelque chose de C'est petit. par désespoir aussi, quoi. Je vais enlever un petit peu mes lunettes, même si on a 14 écrans autour de nous. Et donc aujourd'hui, la semaine dernière, on s'était arrêté après WrestleMania 18, en gros, avec donc Chris Jericho qui avait perdu contre Triple H, le grand Hulk Hogan contre The Rock. Et on avait dit que la semaine d'après, en fait, il y a le brand split, la première fois qu'il y a un brand split à la WWE. Donc là, on va revenir très rapidement sur fin 2002, début 2003, faire un petit point sur les gros faits marquants, en fait, surtout. On va pas vraiment revenir de manière chronologique, mais on va reparler de quelques faits qui nous avaient marqués en tant que fan à l'époque, quand j'avais 10 ans et toi déjà 55. Merci. Et donc après, par contre, on va au moins passer une bonne partie de la vidéo, toute la deuxième partie, une bonne moitié, par rapport au catch français. Donc quelqu'un, on avait d'ailleurs parlé dans les commentaires, une personne l'avait mentionné. Une personne, bravo. Parce qu'il avait dû suivre ta carrière et il savait qu'en 2003... Ça se trouve, c'était ma mère. Mais je pense pas qu'elle sache créer un compte YouTube. On sait jamais. Non, pas quand on voit comment son fils est incapable. Ouais, c'est pas faux. Merci, sympa. Il insulte ma mère. Non, j'insulte le fils. Ouais, enfin bon. Et donc, on va s'intéresser un petit peu à tes débuts à la ICWA. Moi-même, là, je viens d'apprendre, tu m'as dit hors caméra, en fait, que tu étais à la base de la ICWA, totalement à la création. Oui, pas tout seul, évidemment, mais on en reparlera. Donc, un petit peu comme le Daniel Bryan de la Evolve. Donc, on va parler de ce projet. On va d'abord commencer par les faits marquants après WrestleMania 18. Donc, ce brand split. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du brand split, ça? Moi, le souvenir précis que j'en ai, c'est qu'on s'apprêtait à revenir sur RTL 9, que c'était désormais confirmé. La semaine dernière, on disait que j'avais appelé Chéreau et qu'au bout de nombreux appels, il finissait par me dire cette fois, c'est bon, bonne nouvelle, il re-signe, on va revenir, on va se retrouver, ça va être formidable. Non, je pense pas que c'était comme ça, on n'était pas encore aussi proche qu'on l'est aujourd'hui. Moi, je me souviens m'être dit, mince, Hulk Hogan va à SmackDown. C'est con, mais à l'époque, je me disais, ça va débarquer sur RTL 9. De toutes les superstars que la WWE à cette période avait, pour les téléspectateurs d'RTL 9 et de la WCW, Hulk Hogan restait la plus célèbre. Et puis en France, à l'époque encore,
Hulk Hogan était le catcheur le plus célèbre hors fan. Oui, tout le monde connaissait Hulk Hogan. Maintenant, c'est John Cena, mais avant, c'était Hulk Hogan. Donc, c'est le premier truc que je me suis dit par rapport à ce brand split, c'est que mince, Hulk Hogan est à SmackDown, donc on n'aura pas Hulk Hogan du côté de Raw. Et après, moi, je me souviens quand même d'émissions extrêmement fraîches. Ça changeait vraiment de la WCW. Déjà à l'époque, vu qu'on avait que 45 minutes, je sais que les gens se plaignaient parce qu'on avait moins de combats qu'à la WCW. Parce qu'à la WCW, il y avait parfois 7 combats en 45 minutes. Bon, évidemment, il faisait 1 minute 30 et 75 interventions. Alors que dans Raw, il arrivait qu'on en ait que 2 sur 45 minutes. Et c'est vrai que les téléspectateurs se plaignaient. Mais c'est évidemment un parti pris de la WWE pour qu'on laissait du temps aux superstars qu'on connaissait pas encore. Voilà, exactement, découvrir. Même pour moi, non, et pour quelques téléspectateurs non plus, mais pour la grande majorité, Triple H, ils ne savaient pas forcément qui c'était. Ou je revois encore même Kurt Angle ou The Rock. Donc, non, pardon, en plus, je regarde SmackDown, excusez-moi, je suis complètement à l'ouest. Oui, les Rob Van Damme, les Big Show. Enfin, il y avait moult superstars qu'on ne connaissait pas. Oui, il faut leur présenter. Exactement. Et donc, voilà, moi, c'est ce souvenir-là d'émissions extrêmement, malgré tout, fraîches et dynamiques, et beaucoup de difficultés au début quand même à revenir avec Philippe. On sentait que ça faisait quand même 1 an. Oui, je me souviens qu'au début, on n'avait pas forcément la même alchimie. C'était pas le même rythme aussi d'émission. Et ça change beaucoup quand même d'une émission à l'autre. Si le rythme est différent, vous avez une manière différente de présenter les choses. Donc je me souviens que les premières semaines étaient un peu difficiles. Je pense que c'est difficile de répondre à sa place, mais petite question par rapport à Philippe Chéreau. Est-ce que c'était difficile pour lui justement de devoir réapprendre un petit peu le produit ? Parce que je veux dire, à la WCW, lui, il a travaillé. Il connaissait pas le catch et il a dû travailler pour apprendre et connaître le produit. Est-ce que tu as dû un petit peu lui réexpliquer des choses par rapport à la WWF ? Oui et non. Parce que déjà, du temps de la WCW, il m'arrivait de lui montrer des images de la WWE. Je me souviens que je lui avais montré les débuts de Chris Jericho et The Rock. Et il avait d'abord dit oh là là, il se la joue, The Rock, et tout, presque en bon corporate guy de la WCW. Mais non, et puis la WWE, c'était mieux organisé que la WCW, donc c'était parfaitement fait pour que justement les téléspectateurs et Philippe Chéreau, qui découvraient un peu le programme, comprennent rapidement et sachent rapidement où se placer. Il y avait moins de zones grises qu'à la WCW, où c'était vraiment d'un match à un autre, ça pouvait être n'importe quoi. Le mec, il était heel dans le match précédent, il revient, il attaque un autre heel, est-ce qu'il est face ? Non, on ne sait pas. La WWE, c'est quand même un peu plus précis. Il y a une continuité quand même à ce moment-là, quoi. Et et ça a toujours été, et je pense que c'était l'une des forces aussi, entre guillemets, de notre duo, c'est que justement Philippe, découvrant, avait le même regard que quelqu'un qui découvrait aussi. Donc il avait les mêmes commentaires, les mêmes réflexions et les mêmes questionnements parfois qu'un téléspectateur qui découvrait pour la première fois le catch. Et donc par rapport au gros fait marquant qu'il y a eu à ce moment-là, justement, comme tu l'as dit, Hulk Hogan n'est pas à Raw. Non. Par contre, il y a un catcheur que les gens en France connaissent quand même de nom habituellement et qui est à Raw à ce moment-là, c'est The Undertaker. Oui. Sauf que ce n'est plus The Undertaker en fait. Depuis quelques mois, on n'en a pas parlé lors de la dernière vidéo, parce qu'en fait ça arrivé en 2001, quand The Undertaker a effectué son retour, donc c'était lors de Judgment Day, un match entre The Rock et Triple H, si je me rappelle bien. Je me souviens surtout de la fin et du clip merveilleux, un peu inspiré de Freddy, des Griffes de la Nuit, un film légendaire de film d'horreur qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Oui, voilà, il arrive sur sa moto et effectivement c'est le American Badass qui revient, qui débute, et on découvre ce nouveau personnage. Et pour rebondir rapidement, parce que je vois que tu es figé, hein, excuse-moi, je t'ai figé sur place. Je me souviens qu'à l'époque, déjà, parce que bon, ça a été l'un des gros trucs sur Internet au tout début des Internets avec le catch, les gens se demandaient si c'était le même. Tu vois, comme ça a été le cas déjà pour l'Ultimate Warrior, par exemple. Avant même qu'Internet soit très développé, il y avait des rumeurs comme quoi c'était pas le même Ultimate Warrior pendant une période, parce que la WCW aussi avait créé une imitation avec un autre catcheur, mais bon, bref. Et l'Undertaker, je me souviens qu'il y avait pas mal au début de gens effectivement qui nous écrivaient et nous demandaient si c'était la même superstar ou le même être humain derrière le personnage. Et donc toi qui as grandi avec le Deadman. Oui, et j'étais un fan vraiment, en parlant de ma maman et de ses efforts, quand j'étais plus petit, que je voulais des t-shirts, on ne pouvait pas en avoir en France. Après, il y a eu une boutique, on en reparlera, sans doute on fera des retours en arrière, mais elle n'existait pas encore. Donc moi j'avais
ma maman, là où elle travaillait, la fille d'une de ses collègues, faisait un peu de la peinture sur t-shirt. Hein. Oui, on était en province dans les années 90, donc les gens faisaient de la peinture sur t-shirt. Et donc, de ce biais-là, je lui ai filé un poster du WWF Magazine qu'elle m'a peint sur un t-shirt avec l'Undertaker et écrit The Undertaker dessus. Quoi. Et ça a été mon premier goodies de catch. Quoi. Un t-shirt, je l'ai encore, blanc, acheté chez Decathlon. À prix d'or, merci maman. Tu sais quoi, c'est marrant parce que je le montrerai lors du prochain épisode. Quand j'étais petit, pareil, exactement ce que tu viens de dire, dans les années 90, il n'y avait pas de goodies catch. Mais là, on parle de vraiment comment j'avais 4-5 ans, donc ça veut dire 94-95. Oui, bah donc, c'était mon catcheur préféré était Bret Hart. Du coup, je ne sais plus si c'est mes parents ou ma sœur, ils ont acheté un pull gris quelque part. Et ils ont imprimé une photo de Bret Hart sur le pull. Et j'ai encore ce pull chez moi. Écoutez, vous voyez, si votre famille va jusqu'à ce temps d'effort, vous vous sentez obligé après de faire quelque chose et de réussir un minimum dans votre passion. Quoi. Ouais, et depuis, je parle plus à mes parents. Ah bah voilà. Moi aussi, la preuve, hein, elle est obligée de me répondre à mes vidéos. Bientôt, elle va créer un compte pour me faire ses réponses en direct. Mais du coup, ta réaction par rapport à ce changement de The Undertaker? En toute honnêteté, je crois que ça collait parfaitement avec l'époque. Moi, j'étais heureux. J'étais heureux, merci. Voilà, c'est pas non plus le plus grand moment de ma vie, mais c'était effectivement très divertissant. J'avais adoré l'Undertaker version créature de la nuit, avec Paul Bearer, cette rivalité avec Mankind où Paul Bearer le trahit. Enfin, c'est des moments qui restent gravés dans mon esprit quand je les ai vécus en live 3 mois après sur Canal+, mais en live malgré tout, mais 3 mois après. Mais à ce moment-là, on est en quelle année là 2001 quand il arrive. 2001 oui, effectivement, quand il revient en moto. Oui, voilà, j'ai 21 ans, 12 ans d'âge mental. Roll and roll and roll and roll. On a fait des kilomètres avec Ishtou dans la voiture à l'enchaîner, tu vois, en boucle, à connaître tous les détails, les petites réponses qu'il donne à la vitesse de l'éclair et tout dans la chanson. Je crois qu'aux États-Unis, c'est considéré comme une des chansons les plus pourries de l'histoire, me semble-t-il. Sérieux ? J'ai vu des classements comme ça où les gens trouvaient que cette chanson était honteuse. Ah, je sais pas. Mais pour les Français que nous étions, moi, je sais que j'adorais Limp Bizkit. Ouais, moi aussi, mais c'était la période, oui, effectivement. Ouais. Là, ils avaient Limp Bizkit derrière. Les clips d'ailleurs autour du American Biker, les bandes originales de certains de ces pay-per-view. Même si je me souviens pas justement des pay-per-view en détail, mais certaines bandes originales et clips, on s'en souvient peut-être même mieux, quoi. Mais donc oui, moi j'étais content, pas déçu, et je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de détracteurs à l'époque, parce qu'effectivement c'était une manière vraiment de renouveler l'Undertaker, et ça allait dans l'époque. Ils disent voilà, les gens voulaient du badass, quoi. Il y a Stone Cold Steve Austin effectivement, mais l'Undertaker, ça lui collait bien. Et puis, Texan, moto, Amérique. C'est ce qu'il expliquait en fait récemment, parce que Steve Austin a lancé une nouvelle émission maintenant, tu sais, sur la network. Et il avait rapidement expliqué, j'ai regardé l'émission où il disait, et j'avais peur en fait de rester en arrière, donc je me suis un peu battu avec Vince McMahon. Mais au final, j'ai réussi à faire évoluer mon personnage. On a eu le droit au Deadman pendant 4 ans, je pense, 3-4 ans. Enfin, au Badass, je veux dire. Pendant 4 ans, un truc dans le genre, 4-5 ans. Alors là, j'ai pas. Faudra qu'on revérifie. Les dates, oui. Mais oui, à ce moment-là, donc c'était le Badass qui était vraiment le patron de Raw. D'ailleurs, en 2002, c'était un petit peu la période où il dominait Raw. C'était le gatekeeper, on va dire. Tout à fait. Je me souviens d'un grand match dont tu te souviens sûrement contre Jeff Hardy. Bien sûr, qui était vraiment génialissime. Sur RTL9. Maintenant, je ne saurais plus te dire en quelle année c'était. Celui-là, je pense que c'était en 2002. En avance. Ah, ok, non, c'est 2002. Oui, ça, c'est un des matchs. Et je crois que c'est un des matchs qui aussi a encore un peu plus solidifié au niveau des téléspectateurs en France, tu vois, parce que c'était vraiment. Jeff Hardy est devenu après le catcheur le plus populaire en France. Il y a eu Cena, bien sûr, mais Jeff Hardy était vraiment. Voilà, il vendait les Planet Catch. Jérôme Pourut, notre ami de Planet Catch, le dirait parfaitement. Si tu mettais Jeff Hardy en couverture, ça se vendait. Et ça, je crois que ça a commencé là, quoi. Et c'est que aussi la génération entre guillemets NT1, tout ça, ceux qui ont débuté et qui ont lancé ensuite la mode, c'est sans doute sur ce match, parce qu'il y a tout. Tu vois, c'est un match de l'échelle. On n'en voyait quasiment pas à Raw à l'époque. Tu vois, moi j'en avais vu peut-être une dizaine dans ma vie, et c'est un bon match. C'est déséquilibré parce que c'est Jeff Hardy contre l'Undertaker, mais ensuite il relève Jeff Hardy, il lui serre la main. C'est ce moment qui change tout. C'est émouvant. Et la manière dont il le regarde, genre, tu m'as choqué, gamin, kid. Ouais, là, tu m'as mis une claque, quoi. C'est vraiment très touchant. Et là, oui, bref, là c'est effectivement un coup de maître et qui tombait, je pense, aussi parfaitement avec la diffusion en France qui
voilà, je pense à vraiment s'élancer sur ce match. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça m'a fait. Là, comme je vous l'ai dit, on va citer des moments de cette période, mais pas forcément dans l'ordre chronologique. Voilà, vous voyez. Donc, je vais parler un petit peu de choses qui me passent par la tête, mais ça m'a rappelé que quand The Undertaker est passé heel vraiment à Raw en 2002, tu me corrigeras si je me trompe, mais en fait, c'était lors d'un des segments du Kiss My Ass Club qui était à cette période, en fait. Parce que Vince McMahon voulait faire embrasser Jim Ross. Mhm. Et à ce moment-là, The Undertaker était dans le ring et c'est là qu'il effectue son heel turn. Parce qu'il dit à Jim Ross, tu veux pas embrasser les fesses de Vince McMahon. Is that because you think that you're better than me? Et là, il s'énerve contre Jim Ross, il commence à dire, are you better than me? Parce qu'il fait moi, j'ai dû embrasser les fesses de Vince McMahon pour réussir. Ouais. Si moi je l'ai fait, tu devras le faire aussi. Et donc à ce moment-là, en fait, parce que j'en parle, parce qu'en fait, c'est. Ça l'a marqué en tout cas. Vraiment, c'est surtout. Dire, il est tendu là. C'est surtout pour dire à quel point je pense que c'est inimaginable de voir ce genre de segment peut-être aujourd'hui, tu vois, Vince McMahon qui baisserait son pantalon dans le ring, qui prendrait un employé et qui lui met littéralement, The Undertaker a pris Jim Ross, un monsieur assez âgé tout de même à ce moment-là. C'était chez lui, non? Est-ce que c'était pas d'ailleurs à Oklahoma en plus Dans l'Oklahoma peut-être pas. Je sais plus. Il me semblait qu'en plus je sais plus. Le retour de Ric Flair était bien à Charlotte. J'ai regardé la vidéo de la semaine dernière. Moi aussi. Quel retour, hein. Oui, c'est vrai. C'était bien à Charlotte. C'est vrai. Quand Austin prend la ceinture. Tu parlais du moment où on mettait la tête de Jim Ross dans les fesses de Monsieur McMahon. Voilà, donc littéralement à ce moment-là, Vince McMahon avait ouvert son Kiss My Ass Club où il faisait ça avec des employés. Ça, c'est inimaginable aujourd'hui. Oui, mais parce que le monde a changé. Je veux dire, et puis je sais pas si c'est là pour le coup pour le mal. Oui. Peut-être mieux parce que bon, c'est pas non plus forcément. Ça collait, à mon avis, à l'époque bien. Aujourd'hui, ça effectivement, ça collerait plus. C'était scandaleux, quoi. Oui, c'était scandaleux, mais on était encore dans une époque où les gens montraient leurs fesses, quoi. Michael Youn on a fait une carrière, Cyril Hanouna aussi. C'était vraiment une époque où, voilà, on est certains, beaucoup en Alsace, à l'avoir fait même gratuitement, quoi, sans en faire une carrière. Hein, malheureusement. En hobby, tout ça. Voilà, exactement. Donc pour ceux qui vous souhaiteraient en savoir plus, c'est le Kiss My Ass Club, lancé par Vince McMahon, qui était assez choquant à ce moment-là, on va dire, qui serait plutôt choquant maintenant quand on le revoit. Non, mais c'était déjà choquant à l'époque. C'était déjà choquant à l'époque, ouais. La société à l'époque trouvait ça plus ridicule que honteux, en quelque sorte, quoi. Ensuite, donc ça c'était l'état de The Undertaker à ce moment-là. On va surtout se concentrer sur les légendes. À côté de ça, cette période en 2002, donc on va revenir fin 2001, début 2002, on a Steve Austin qui est dans un état un petit peu tendu. Dans un état d'amour. Je sais pas s'il aurait chanté comme ça, mais c'est un petit peu tendu avec la WWE. Et donc, on l'avait déjà évoqué avec son match contre Scott Hall à WrestleMania, où déjà là, il n'était pas particulièrement ravi de la situation. Et puis effectivement, après, ça dégénère. Il devait perdre, tu me disais tout à l'heure, contre Lesnar, me semble-t-il. C'est ça. Dans un match à Raw. Et un petit peu comme contre Scott Hall, à l'époque, il avait prétexté qu'il ne souhaitait pas perdre contre Lesnar dans un match comme ça, totalement random. En fait, apparemment, il y a eu pas mal de choses, donc tu pourras peut-être, je sais pas si tu t'en souviendras peut-être mieux que moi, parce que moi, à ce moment-là, Internet, je commençais à la voir, donc je pouvais pas non plus tout suivre. Mais d'abord, j'ai lu que Steve Austin ne s'est pas présenté la semaine après WrestleMania 18. Il a fait un no-show sans prévenir qui que ce soit. Et il a dit que c'était parce qu'il était exhausted. Burnout, voilà, fatigue. Un nervous breakdown. Ça, apparemment, ça a vraiment énervé Vince McMahon. Et d'ailleurs, il a fait passer Austin pour un méchant, en fait, à l'écran. Parce qu'il a dit que c'est dégueulasse pour les gens qui ont payé pour voir Austin. Oui. Et c'est pas faux qu'à cette période, beaucoup de personnes payaient pour voir Steve Austin. Après, c'était une technique aussi de... promoteur de catch pour aussi rejeter la faute. Exactement. Paul Heyman l'avait fait aussi brillamment avec Sabu à une époque avant de se réconcilier rapidement. Quand Sabu avait fait un no-show. Exactement. Aussi pareil pour aller au Japon. Tout à fait, mais il connaît son catch. T'as vu ça le Catch Club. Et donc après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Brock Lesnar a refusé. D'abord, il a eu des rivalités qui lui collaient pas trop. Il a eu des rivalités avec Big Show et Ric Flair. Puis après la WWE pour lui faire plaisir à réembaucher Eddie Guerrero. On en reparlera dans un instant. Mais après, il y a eu les débuts de Brock Lesnar à ce moment-là. Et Brock Lesnar devait remporter le King of the Ring. C'était prévu. Donc, un des matchs de qualification avant le pay-per-view, ça devait être Brock Lesnar contre Steve Austin. Mais comme tu l'as dit, Steve Austin refuse de perdre. Oui, mais il l'a souvent dit après. Après, peut-être tout simplement qu'à cette époque-là, il était
dans une mauvaise période de sa vie, mais lui, il dit effectivement qu'il voulait pas perdre comme ça de manière random contre Brock Lesnar, alors que ça aurait pu être un match, effectivement, et c'est vrai, sur ce point, il a raison. Je suis pas certain que c'était sa vraie motivation au moment précis, parce que comme dit, il allait peut-être vraiment pas bien dans sa vie, et que dans ces moments-là, on voit tout de manière sombre. Et... Il y avait pas mal de news qui sortaient dans les médias à ce moment-là aussi par rapport à des affaires conjugales. Il avait des problèmes avec des bras. À ce moment-là, sa femme. Donc ça allait pas bien dans sa vie. Il avait, oui, de toute façon, il l'a jamais caché. Oui, il était, je pense, alcoolique, et peut-être même sous médication, comme on dit aux États-Unis, qui est d'ailleurs un fléau actuellement aux États-Unis. Et pour une fois, c'est pas trop dans le catch, parce que c'est l'un des. Les gens prennent des antidouleurs beaucoup aux États-Unis. Oui, sans raison. Et ça, à l'époque, c'était vraiment un fléau dans le catch, et je pense que Steve Austin, peut-être aussi dans cette période, était accro à ça, donc voilà. Des moments difficiles qui font faire souvent aux gens n'importe quoi. Comme beaucoup de catcheurs qui ont eu de très très grosses blessures, apparemment c'est ça le problème, c'est que tu les prends au départ parce que tu as mal encore après l'opération. Bien sûr, oui. Et, puis le problème c'est que une fois que tu es guéri, tout à fait. La pilule elle fait quand même du bien, quoi. Donc ils n'arrivent pas à décrocher derrière, c'est ça le problème. Maintenant bon, je suis pas certain que c'était le cas pour Stone à ce moment-là, mais pour l'alcool, l'alcool c'est sûr. Doute, il était alcoolique, ça on peut le dire. Et lui-même le disait, quoi. Mais donc il décide effectivement de partir. Et je me souviens que c'était un gros scandale sur les internets, tu vois. Ça avait vraiment fait exploser Internet, tous les sites en parlaient. C'était une des premières grosses affaires depuis le rachat de la WCW qui se vivait presque heure par heure, quoi. C'est leur superstar. C'était comme si John Cena partait là, quoi, à un moment. Enfin, il y a quelques années. C'était comme si... Aujourd'hui non, mais il y a quelques années. Ouais, c'est ça. Mais par contre, une chose que j'ai lue, et ça, moi je me rappelle pas, je l'ai pas vu, tu vois, et j'ai pas retrouvé la vidéo ce matin, c'est à l'époque, il y avait une émission qui était déjà présentée sur internet qui s'appelait Bite This de la WWE. Oui. Et apparemment, vers cette période, en mai, lors de l'embrouille Brock Lesnar, Steve Austin est apparu lors de Bite This, et il a fait une promo anti-WWE à l'antenne, mais qui n'a pas vraiment pu être contrôlée. Donc apparemment, il a dit qu'il s'est lâché, il a dit qu'il n'aimait pas la manière dont il était utilisé par les officiels. Et les présentateurs apparemment essayaient de changer le sujet, de dévier, mais ils n'ont pas réussi à contenir Steve Austin. Et ça, apparemment, ça a, encore une fois, comme on l'a dit, ça a grandement énervé Vince McMahon. Vince McMahon qui n'était pas totalement normal, j'ai envie de dire, à cette période, parce que je montrerai des extraits sur Twitter. Je me suis dit que parfois les vidéos dont on parle, je les posterai sur Twitter, comme ça les fans pourront revoir ces extraits. Il y a une interview de Twitter dans une émission au Canada qui s'appelle Off the Record, où Vince McMahon part en latte contre le présentateur, il s'énerve et tu te dis mais comment est-ce que le mec a pu... Est-ce que tu es sûr que tu es dans Off the Record Parce que Off the Record c'était une émission qui est d'ailleurs excellente, présentée Landsman ou je ne sais plus comment, son nom ressemble plus ou moins à ça. En fait parce qu'il y avait Off the Record et On the Record, il y avait les deux émissions. Et il s'énerve dans l'une des deux, je sais plus c'est laquelle, mais assez violemment. Et c'est vers cette période de 2000-2001 où tu sens que dans sa tête le mec a l'air... imbattable, quoi, en fait, c'est le patron. Je pense qu'il se sentait vraiment très très fort à ce moment-là et qu'il n'avait pas aussi tous les conseillers en communication et marketing qui sont nés par la suite. Oui, peut-être. Mais c'était vraiment fou de voir l'interview parce qu'il est réinvité quelques mois plus tard et là tu sens qu'il a été briefé. Tu vois ce que je veux dire? Il est en mode ah non mais écoute, je m'excuse pour la dernière fois, je me suis emporté, etc. Oui, peut-être. Après, je crois que Monsieur McMahon, Vince... Ton patron? Oui, l'un de mes patrons, effectivement. Je pense qu'il a toujours joué sur ce tableau-là dans beaucoup de ses interviews, quoi. C'est une particularité. Je crois qu'il n'hésite pas à se lâcher, mais je crois aussi, tout bêtement, que c'est comment dire, dans la tradition du catch, en quelque sorte, quoi. Et lui, il est de ce business à l'ancienne où, effectivement... on attaque. Si tu es dans le catch, oui, tu te laisses pas marcher sur les pieds, quoi. Dans les années 90... Il y a pas mal d'interviews aussi de lui sur des plateaux à la période des stéroïdes. Et c'est vrai que sur ces interviews-là, il est aussi très très offensif. Oui, il défend son équipe, quoi. Je veux dire, c'est un peu, je suis pas un spécialiste du foot, hein, mais le président de l'Olympique Lyonnais, comment ça s'appelle? Jean-Michel Aulas, bien sûr. Peut être un peu comparé, tu vois, le mec défend son business, quoi. Et comme en plus bien, dans son métier, il est Monsieur McMahon sur le ring. Je pense que parfois, c'est difficile de ne pas se lâcher, comme dans l'émission, tu vois, en quelque sorte. Le personnage oui, prend le dessus, quoi. Oui, parce que c'est plus vraiment le personnage. Il joue à être lui-même, mais en se disant que
en se montant la tête pour faire comme s'il était le plus grand être humain du monde en quelque sorte. Et puis parfois, si tu es en interview, il y a des caméras, tu es aussi mode show on, tu vois, tu allumes l'interrupteur en quelque sorte. Ouais, non, j'imagine. Oui, non, c'est clair, parce qu'au final, ça devient la même personne, quoi. Un petit peu. Un petit peu. Comme si moi, j'étais là toutes les deux. Par-dessus la troisième corde. Oh mon Dieu, Ali est là aujourd'hui. Mais je pense que c'est ce à quoi les gens s'attendaient, tu vois. Bon, quand ils t'ont vu dans l'interview, ils se sont dit ah mais il est pas tout le temps dans la vraie heureusement vie. quand même. Je veux dire, on rigole souvent que je n'ai pas d'amis, mais moi il m'en reste quelques-uns, Dieu merci, ils sont très gentils et patients. Mais heureusement que je suis pas comme avec Philippe Chéreau tout le temps. C'est là où on voit que Chéreau a beaucoup de patience. T'aurais du mal avec la voix au bout d'un moment quand même. C'est possible. Donc la WWE perd Steve Austin à ce moment-là, mais elle avait retrouvé Eddie Guerrero, comme on vient de le mentionner. Tout à fait. Grande joie de retrouver Eddie Guerrero, qui lui aussi était empêtré dans de nombreux problèmes personnels et qui par contre revenait d'une petite tournée, me semble-t-il, en Angleterre notamment, où il fait un match contre Doug Williams, qui a été salué par la critique. Le match tournait pas mal sur Internet à ce moment-là. Ah, c'est possible. Et 2 ou 3 autres matchs qui ont montré à tout le monde que visiblement il allait mieux et qu'il y avait entre guillemets un espoir, quoi. Parce que c'est vrai que ça aussi, il le disait lui-même de son vivant, la période WCW, il a un grave accident de voiture dans un premier temps, ensuite il va faire plusieurs overdoses et puis finalement il se fait virer de la WWE pour des problèmes encore une fois de drogue, et puis petit à petit il arrive à remettre un peu sa vie à l'endroit. Et ils retrouvent Madoudou, Vicky Guerrero, ils se remettent ensemble. Et donc le retour d'Eddie Guerrero, là pour le coup, ça faisait partie des mecs justement où on se disait avec Philippe, c'est cool qu'il soit là à Raw, parce que les gens connaissaient quand même un petit peu, on en avait parlé, même si on l'avait pas vu beaucoup sur la WCW, puisque je pense que c'était une semaine, peut-être 2, où on avait vu ceux qui étaient partis à la WWE. Mais voilà, on en avait parlé, on l'avait malgré tout vendu, donc... on était ravis, et puis ça a toujours été un grand catcheur. Un de mes préférés de tous les temps. Mais moi, par rapport au match qui m'avait marqué à ce moment-là, c'était juste avant qu'il re-signe, il avait fait un match à la IWA Mid-South, qu'on suivait beaucoup avec Yann à l'époque. Eddie Guerrero, donc à ce moment-là, qui était viré de la WWE, contre Rey Mysterio, qui n'avait pas encore signé avec la WWE, il était entre les deux, contre CM Punk. Oh. Tu vois, je n'ai aucune connaissance de ce match. Tu vois. Là. Ça, c'était vraiment génialissime de voir ces 3 gars ensemble. Et CM Punk le dit dans une interview, il fait c'est lors de ce match que je me suis rendu compte à quel point j'étais mauvais. Ah. Parce que et c'était la superstar des ligues indépendantes à ce moment-là. Mais il a dit ça à ce moment-là que je me suis rendu compte il me reste tellement de choses à apprendre. C'était comme dit, donc c'est en 2002. CM Punk n'arrivera à la WWE que quelques années plus tard. Mais il était déjà le chouchou des ligues indépendantes à ce moment-là, quoi, clairement. Donc le retour d'Eddie Guerrero, qui était à la base expressément pour affronter Steve Austin, mais au final, Steve Austin nous quitte. Brock Lesnar, qui explose à ce moment-là, à côté de ça. Ça t'avait marqué, toi, Brock Lesnar ? On l'a évoqué tout à l'heure, pas tant que ça. Et j'ai été surpris d'ailleurs, on a regardé, parce qu'on est honnête, on vous dit tout. Hein, c'est la mode, effectivement, on le citait tout à l'heure, Cyril Hanouna, on dit tout. Donc ça m'a pas marqué tant que ça. On a revu les débuts où il détruit Spike et Al Snow et Maven, exactement. En toute honnêteté, oui, j'ai des petites brides, mais non, je sais effectivement qu'après, c'est vrai, ça je m'en souvenais, qu'il détruisait les Hardy, qu'il les tabassait effectivement violemment. Et je me souviens de sa montée rapide, oui, avec Paul Heyman, et pour le coup du match contre le Rock, où il gagnera le titre, mais bon, c'est pas tout de suite évidemment. Mais ouais, étonnamment, ça m'a moins marqué que je ne le pensais. En fait, en 2002, on va revenir très rapidement sur la fin de l'année 2002. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements de titres. On a eu Triple H qui était champion. Derrière, on a Hulk Hogan qui, comme l'avait dit Christophe la semaine dernière, tu voulais plus le voir, limite. Non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. On était plutôt contents. Il y avait une période où il vous avait gavé. C'est comme l'Undertaker, il a changé avant, plus ou moins, que les gens n'avaient plus envie de voir le Deadman en mode satanique et compagnie, quoi. Et encore, je pense que beaucoup de gens en avaient déjà un peu marre à ce moment-là, quoi. Okay. Et il a changé. Donc Hulk Hogan avait changé, était devenu NWO. On l'a supporté quelques temps, il nous a saoulés, on l'a plus trop vu, et puis il revient en rouge et jaune, alors qu'on se disait qu'il reviendrait jamais en rouge et jaune. Donc
On était contents. Et là, il empoche, il a fait plusieurs beaux runs. Il était champion par équipe avec Edge, notamment à un moment. Oui, ça aussi. Mais ça, c'était plus tard. C'était plus tard, c'était lors d'un autre retour. Pour le coup, je crois qu'on l'a commenté. D'accord, donc, ok. il y avait déjà SmackDown qui avait débarqué. En tout cas, il avait fait plusieurs beaux runs à ce moment-là. Et donc, il avait remporté le championnat du monde. Il avait eu un gros match aussi, soumission contre Kurt Angle, à l'époque où Kurt Angle s'était fait raser la tête. C'est d'ailleurs 2001-2002, c'est une des périodes où Kurt Angle est vraiment ultra divertissant. Moi, je trouve que c'est une période où vraiment il avait explosé à la WWE. Et donc, juste pour voir comment se termine l'année 2002, on termine avec Armageddon. Et oui, comme on en parlait, en fait, fin 2002, c'est le retour de Shawn Michaels. Shawn Michaels, effectivement. On pensait tous qu'il était fichu. Il était blessé au dos. Il nous avait quitté après WrestleMania quand il perd contre Austin. Et après, il avait été manager général. Mais c'est un peu comme Daniel Bryan, quoi. On n'imaginait pas une seconde à l'époque que Shawn Michaels puisse revenir dans le ring, quoi. Et donc, il revient dans le ring. Alors, au début, je crois que franchement, je ne suis pas certain qu'il était censé rester toutes ces années, quoi. Mais oui, je me souviens parfaitement du lendemain où j'ai téléchargé Raw en 27 parties, je disais tout à l'heure pour rigoler, mais c'est sans doute un peu vrai, quoi. Pour regarder le Raw de la veille et que je découvre qu'effectivement Triple H a attaqué Shawn Michaels et que ça y est, il va se passer quelque chose, il va sans doute revenir dans le ring. C'était génialissime. C'était, ouais. Comme tu l'as dit, et moi c'était Shawn Michaels et Bret Hart sont les deux qui m'ont vraiment marqué à la base dans les années 90, avec Diesel comme vous savez, mais je veux dire, Shawn Michaels, il y avait quelque chose de particulier par rapport à lui, surtout avec les deux Royal Rumble qu'il avait remportés en 95, 96, WrestleMania 12, etc. Moi, c'est les shows qui m'avaient vraiment marqué. J'étais très triste de me dire qu'on ne le reverrait plus jamais. Donc, quand là, il revient derrière. Il y a un des premiers Elimination Chamber match où je crois que c'est lors de ce match où il remporte le titre de champion du monde et il redevient World Heavyweight Champion pour un mois, je crois que c'était seulement. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a assez marqué avec Shawn Michaels, c'est qu'après il est revenu pendant plusieurs années, 5-6 ans je crois, mais il a gagné le titre que pendant ce mois. Il n'a plus jamais eu besoin de remporter le titre de champion du monde durant tout le reste de son second run à la WWE. C'est vrai. Oui, mais parce qu'il était, il était vraiment talentueux. Et ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que de sa première partie de carrière, je l'évoquais d'ailleurs la semaine dernière, je crois, il répétait à longueur de journée qu'il était le main event et compagnie. Et c'est vrai qu'il était déjà plus ou moins au centre de tout. Mais il n'a pas eu les matchs de fou qu'il aura finalement dans sa seconde partie de carrière, dont on reparlera forcément plus tard. Mais effectivement, le retour de Michaels, et tu vois, moi c'est pareil, la carrière de Michaels, moi je l'ai connue avec les Rockers, tu vois, avec Marty Jannetty. Et je me souviens quand il a envoyé Marty Jannetty dans le barbershop, je me souviens de cette phrase qu'il dira pour son discours de retraite, The Heartbreak Kid Shawn Michaels just left the building. C'est ce qu'il disait à chaque fois qu'un match de Michaels était fini quelques minutes plus tard. Le présentateur disait « Mesdames et messieurs, laissez-moi vous annoncer que Shawn Michaels vient de quitter la salle ». C'était un vieux truc que faisait Elvis Presley, effectivement. Et d'ailleurs, Guy Auré, le commentateur français, disait souvent de Shawn Michaels qu'il était le Elvis des rings, quoi. Okay. Bon, moi, de mes 10 ans aussi, d'ailleurs, comme toi à l'époque, je ne le comprenais pas comme ça. Mais enfin, bon, bref, oui, j'ai suivi toute sa carrière. Donc, quand il était parti, ça m'avait vraiment attristé. Et de le revoir revenir, j'étais vraiment heureux. Et je ne savais pas encore tout ce qu'il allait nous faire vivre, quoi. Parce que moi, je repense à déjà Kurt Angle, par exemple, contre Shawn Michaels à WrestleMania, qui est le premier WrestleMania que j'ai vu en direct chez Naniwa, qu'on a pu acheter sur Internet, tu vois. Okay. C'est WrestleMania 21. On n'y est pas encore, mais voilà. Donc, il nous a offert de grands moments, monsieur Shawn Michaels. Juste une petite question pour savoir ce dont on va parler lors des prochains épisodes. Mais toi, tu as pu commenter plusieurs WrestleMania sur place. Oui, mais pas avant longtemps. Oui, j'allais dire, c'est pour ça qu'on en reparlera dans plusieurs épisodes. Mais est-ce que parmi ceux que tu as commentés sur place, il y avait des matchs de Shawn Michaels ? Non. Non. C'était déjà après sa retraite. C'était déjà après sa retraite. D'accord, c'est ce que je me demandais. Et donc début 2003, au final, c'est un petit peu, comment dire, le gros push de Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar va aller dans le main event de WrestleMania 19 contre Kurt Angle. Donc là, on va directement passer à WrestleMania 19 parce que c'est ce qui nous intéresse. D'ailleurs, on va être honnête, comme tu l'as dit, on s'est rendu compte qu'apparemment, il y a un match entre The Rock et Hulk Hogan à No Way Out 2003. On avait oublié. Et on s'en souvient absolument pas. Et pourtant, je disais, dans le même show, il y a un Triple H, Scott Steiner, qui, ça, j'ai moins oublié. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je crois que là, comme on ne commentait que Raw, dans mon esprit, moi, tu vois, Steve Austin, Eric Bischoff, ça aussi, je m'en souviens. Ouais. Donc, mon cerveau, c'est vraiment, à l'époque, focalisé sur ce qu'on devait commenter, le professionnalisme, mesdames et messieurs. Bon, c'est une excuse comme une autre.
Donc voilà, mais c'est vrai, le Rock Hogan numéro 2, on l'a oublié. Bah, aucun souvenir. Et donc on passe à la carte de WrestleMania 19 juste pour faire un petit point. Un des gros matchs, c'était le dernier, le troisième. Moi je vois déjà qu'un des gros matchs, c'est pour moi le premier. Matt Hardy, Rey Mysterio, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, Rey Mysterio qui débute à la WWE, qui remet son masque, qui comment dire Qui renaît. Qui renaît effectivement de ses cendres, c'est quelque chose quand même d'assez énorme. Moi j'étais j'avais adoré fan ça de Rey Mysterio. J'avais adoré ça aussi. Ouais. Je l'ai adoré dès que je l'ai vu pour la première fois et enfin ça devait être à la WCW, mais très rapidement avec Naniwa on prenait des cassettes de la AAA, on regardait des vieux matchs où Mysterio et Juventud Guerrera s'affrontaient, où on était en équipe, ou étaient avec leurs oncles respectifs. Enfin, il y avait moult matchs de ouf quoi, à l'époque. Donc ouais, Rey Mysterio, moi j'étais vraiment heureux de son retour. Et lui aussi, avec Jeff Hardy, fera énormément pour l'explosion du catch en France. Quoi. Parce que Rey Mysterio, la génération Inter aussi, oui, ouais, il est devenu une star mondiale. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et en France aussi. Ouais, donc Rey Mysterio qui était de retour à ce moment-là, c'était un très bon moment. Pour rigoler comme ça, on va quand même le citer, mais il y avait Nathan Jones. Oui, pas vraiment, non, parce que en fait, dans ce match Undertaker, A-Train, Big Show, Nathan Jones n'est pas là. Il vient juste mettre un coup de pied, me semble-t-il. Oui, c'est un match handicap. L'Undertaker finit par gagner. Oui. Parce que l'Undertaker ne perd jamais à WrestleMania. Ah si. À ce moment-là encore. Ouais. À ce moment-là encore. Bon, après Trish Stratus contre Victoria. Ah, Shelton Benjamin et Charlie Haas. Ah oui, ça c'était l'époque où on avait les très bonnes équipes. Shelton Benjamin et Charlie Haas contre Eddie Guerrero et Chavo Guerrero contre Chris Benoit et Rhino. La division par équipe de SmackDown était géniale à ce moment-là. C'est vrai. Shawn Michaels contre Chris Jericho, tu m'en parlais, tu t'en souviens mieux que moi. C'est ce qui a lancé leur grande rivalité, donc apparemment d'après toi. Bah oui, et il me semble, c'est parce qu'on a commenté aussi ce match beaucoup sur moult best-of et moult DVD, suite Shawn Michaels, suite Chris Jericho. Enfin, effectivement, on l'a commenté beaucoup. Il me semble que Michaels, à cette période, se voyait plus ou moins repartir rapidement, quoi. Qu'il n'allait pas continuer, mais que cette rivalité avec Jericho va le pousser, je crois. Mais je mélange toujours peut-être un peu les années. On est vieux, ça fait longtemps. Mais en tout cas, moi je me souviens très bien du match, oui. Et puis de ce coup bas de Chris Jericho après le match. Qui trahit son idole. Qui résonne dans ce stade gigantesque. Jericho a dit pendant des années après qu'ils avaient stylé le show lors de ce WrestleMania. C'est vrai. Ouais. Parce qu'on se souvient principalement de ce match. Bon, on se souvient aussi de Kurt Angle, Brock Lesnar. Mais à cause du botch. Surtout, mais quoi. Oui, malheureusement, ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même aussi Hogan, Vince McMahon. Non, c'est pas dans ce match-là, je crois que c'est contre Michaels, où Vince McMahon remonte du bas du ring avec le visage complètement en sang. Je sais plus dans quel match. C'est l'un des plans les plus historiques de la WWE. Mais c'est la période où Monsieur McMahon, tu vois, mine de rien, se fait violemment botter les fesses. Quoi. Ah oui, non. Là, contre Hogan, contre Michaels, à WrestleMania 17 contre Shane. Ça, y a rien à dire. Lui, il a toujours accepté. Il a payé ses dus. Ah non, Vince dit souvent qu'il ne dirait jamais à un employé, il ne proposerait jamais à un employé de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui. Exactement, et il l'a prouvé. Il a tout fait, tout ce qui est possible à la WWE. Ensuite, donc, on avait le dernier de Rock contre Steve Austin. Tout à fait. La trilogie. Effectivement. C'est Austin qui remporte le match ? Bah non, c'est écrit là, c'est le Rock. Ah non, The Rock qui... Bonsoir. Je me rappelle, mais alors il avait dû lui porter plusieurs Rock Bottom, alors je crois que c'était ça à la fin. Il avait dû lui porter 2-3 Rock Bottom. À la fin, il le bat. Ah si, et je me rappelle. Et à ce moment-là, The Rock pousse Earl Hebner assez violemment, ou en tout cas la personne qui était l'arbitre, parce que The Rock voulait parler à Steve Austin à ce moment-là. Et je me souviens que moi, quand j'étais jeune, je me demandais mais qu'est-ce qu'il lui dit ? Parce qu'ils sont adversaires, ils sont pas censés se parler. Mais The Rock avait expliqué qu'à ce moment-là, il avait remercié Steve Austin en fait par rapport à leur grande carrière, parce que c'est le dernier match de Steve Austin à la WWE. Après, il s'en va. Après, il s'en va, il revient en tant que general manager oui, plus bien tard. sûr, quelques années plus tard. Mais c'est le dernier match de Steve Austin. Et donc le main event, Brock Lesnar contre Kurt Angle. Kurt Angle qui était champion undisputed. Brock Lesnar qui le bat, donc je crois pour remporter le titre. C'était ça. Champion de le SmackDown, ouais. Mais le gros botch, pour ceux qui sont pas au courant, si jamais vous voulez le voir. Parce qu'on a oublié de citer aussi Triple H, Booker T. C'est ouais, dans cette liste, on l'a sauté, la triste défaite de Booker T ça, pour le titre d'Euro. C'était pas le match le plus important. Non, effectivement, c'était une grande tristesse pour beaucoup d'entre nous qui espérions voir Booker T vaincre. Mais bon, non, il avait pas. Booker T a été correctement utilisé à partir du moment où il était King Booker, pour moi. Ah oui, après, il a aussi quelques bons moments.
récemment fêté l'anniversaire de leur bataille dans le supermarché avec Oui, Steve Austin, oui, qui non, était bien un moment sûr, quand ça même c'était assez mythique. historique. Ça c'était Et mythique. puis quelques petits trucs avec le Rock aussi, mais effectivement là, bon, on était quand même triste pour Booker, quoi. Il gagnait pas en tout cas à ce moment-là, quoi. Il Ah, était là pas le pour titre. perdre face aux superstars WWE C'est- jusqu'à ouais. ce qu'il devienne en fait une superstar WWE Oui, oui, mais c'est vrai, lui-même. le roi Booker, c'était un moment exceptionnel. Non, mais de créativité de King Booker Booker. T, qui a prouvé quand même qu'il était capable de faire des choses exceptionnelles. On lui avait jamais peut-être donné l'occasion, là on lui a donné. Il est pas mauvais. Il était très bon. Il est pas... Et donc oui, par rapport à ce main event entre Brock Lesnar et Kurt Angle, Brock Lesnar qui nous tente Un shooting star press en fin de match, effectivement. Bah, c'était osé, ça a failli passer. C'est pas passé, malheureusement. Heureusement, entre guillemets, plus de peur que de mal. Kurt Angle était beaucoup trop loin dans le ring. Je sais pas si Ouais, tu te oui, rappelles, oui, mais si, Angle je me était souviens. trop loin dans le ring. Mais même comment dire, après je suis pas un spécialiste Oui. ni d'acrobatie ni de géométrie, mais déjà je crois que l'angle d'attaque de Brock était pas non plus le meilleur. Ça arrive. Il retombe directement sur le coup. Oui, non, c'est violent. Bah, c'est souvent ce que je disais et que je dis encore pendant les émissions, mais s'il n'avait pas le physique de monstre qu'il Il a, est mort. c'était ou Il est handicapé. ou hein, handicapé, ouais. c'est très certainement. Non, sérieusement. C'est hein. ses muscles qui le sauvent à ce moment-là, quoi. Et le match a duré 1 minute, je crois, derrière en plus. Une ou Non, deux non, minutes. mais bah, de toute façon, il devait se finir là-dessus. Ouais. Et là, quand il se rend compte qu'il botche, ils vendent tous les deux, et puis Brock se relève, fait un F5. F5 et remporte le match. Yes. Donc voilà, ça c'était le point historique, on va dire, sur fin 2002, début 2003. Les grands moments marquants, ce qui s'est passé. N'hésitez pas à nous dire s'il y a d'autres choses qu'on n'a pas citées, sur lesquelles vous voulez qu'on revienne dans d'autres vidéos. Bien sûr. Et maintenant, Oui. je vais te laisser. Ah bah super. Je vais te laisser. Ah bon, bonne fin de journée. Je vais te laisser nous parler de la ICWA et du catch français. Oui, parce que c'est à peu près à cette époque que tout s'organise. Alors, pas du catch français en général, hein, puisque le catch français, Dieu merci, a existé bien avant nous et de manière beaucoup plus, avec beaucoup plus de succès pour le coup. Mais à l'époque, effectivement, il n'y avait plus grand-chose qui se passait dans le catch français. Il y avait toujours effectivement Flash Gordon, L'AVS. l'AVS qui ne s'appelait pas encore la Wrestling Star, qui s'appelait autrement. Mais Oui, je sais que ça avait un j'avoue autre que nom, je je n'ai sais plus non plus. totalement oublié le nom. Mais il n'y avait rien d'autre. À la rigueur, il n'y avait rien d'autre, pensais-je à l'époque, voulais-je dire. Parce qu'il y avait plein de choses qui se faisaient en France. Je le découvrirai en me rendant pour la première fois dans le Nord pour retrouver Booster, qui effectivement a créé la ICWA à mes côtés, avec Boula Punk également, et le Phoenix à l'époque. Et tout a commencé donc sur AOL Instant Messenger, comme beaucoup de choses qui existaient encore. Booster m'a contacté sur AOL en me disant je suis un catcheur français, je me suis entraîné auprès d'Édouard Carpentier. Il avait entendu dans les émissions que je citais régulièrement Édouard Carpentier, j'essaie encore de le faire régulièrement. Catcheur français qui est allé au Canada, qui a pris la nationalité canadienne, qui est devenu champion de la NWA, qui ensuite a commenté, évidemment c'est moi comme ça que je l'ai connu, les émissions de la WWE sur Canal dans les années 80, et qui, à sa retraite, après avoir entraîné moult catcheurs, je sais qu'il a aidé à l'entraînement des Rougeaux, par exemple, sur leurs manœuvres aériennes, parce qu'Édouard Carpentier était considéré comme l'un des premiers high flyers du catch américain. On l'appelait le Flying French Angel, je crois, le français volant. Et c'est vrai qu'il y a quelques matchs sur YouTube, n'hésitez pas, vous voyez, il va extrêmement vite, il saute de la 3e corde, c'est assez étonnant, parce que c'est en noir et blanc, les autres catcheurs, tu as l'impression qu'ils vont au ralenti, puis lui il va extrêmement vite, il est très rapide. Inimaginable pour l'époque de voir quelqu'un qui fait ça dans le ring. Voilà, et même encore aujourd'hui, parce que c'est tellement fluide, ce qui fait que c'est vraiment... c'est de l'art en quelque sorte, c'est de l'artisanat. Et donc Booster était allé au Canada, et lui il avait quitté Carcassonne un peu dans la fin des années 90, me semble-t-il, pour aller chez Édouard Carpentier au Canada, s'entraîner pour devenir catcheur. Donc il l'avait fait, ensuite il avait fait quelques matchs au Canada, puis il était retourné en France. Et donc en France, comme presque encore aujourd'hui, les seuls qui tournent vraiment régulièrement, c'était Flash Gordon et ses compagnons. Donc Boosty avait travaillé pour eux, au bout de quelques temps, il n'était plus vraiment content, et puis je pense que c'était une question de génération, un peu comme moi, il avait des envies de CW, il avait des envies de WWE, il avait des envies autres que le bon vieux catch français, tu vois, qu'on imagine, qui avait lieu à l'époque, quoi.
Donc il m'a contacté, on a commencé à discuter, on avait exactement les mêmes références, on a grandi avec le catch de Canal. Lui c'était le catcheur, moi le commentateur, donc on avait des visions différentes, mais voilà, les mêmes goûts, les mêmes histoires, les mêmes souvenirs, tout simplement, de catch. Et je ne sais plus exactement comment ça s'est fait, mais un jour on s'est dit, mais pourquoi on ne créerait pas notre propre structure, quoi, en quelque sorte, notre propre fédération, déjà, on disait encore à l'époque. Et à l'époque, c'était tout simple, hein, tu crées une association, et je pense que ça doit être encore le cas pour beaucoup, de loi 1901, un but non lucratif, et qui te permet d'organiser des événements. Et donc, on a fait ça, tout simplement. Enfin, je dis on, c'est Boosty qui a tout fait, hein, parce que je l'appelle Boosty. Hein, ne commencez pas à l'appeler ainsi, je crois. Je suis le seul à avoir droit de l'appeler ainsi. Je vais l'appeler Booster, sinon les gens vont tous l'appeler Boosty. Booster a donc fait tous les trucs administratifs, et puis on est allé sur un site allemand pour retrouver l'historique des shows, parce qu'évidemment mes souvenirs sont vagues. Et je vois qu'on a commencé en 2003, mais notre premier show aurait dû avoir lieu en 2002. Okay. Mais malheureusement, dans la ville où il devait y avoir le show, il y avait eu un accident, quelqu'un avait été gravement blessé ou même décédé, et ils avaient dû annuler les festivités qu'il devait y avoir le week-end parce que, par respect pour la personne qui, je crois, malheureusement était décédée. Et à ce moment-là, on ne s'était même pas encore rencontrés. On avait fait tout sur Internet. Et donc ce show annulé, comme on débutait, on n'avait pas d'autres shows prévus, signés, parce que dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est démarcher des municipalités, des associations. Pour essayer de leur vendre. Exactement, parce que c'est comme ça que ça se fait en France. Il n'y a personne, ou presque, me semble-t-il, qui fait des shows à la recette. Et donc là, on n'en avait vendu qu'un. Et il s'est passé presque un an avant. Souvent dans ma vie, il y a eu des 1 an d'attente avant qu'il se passe quelque chose. Là, c'était le cas aussi. Et donc pendant tout ce temps, on a discuté. Puis finalement, un jour, il m'a dit, passe donc dans le Nord. Viens. C'était juste après la WCW où j'étais allé dans les vestiaires. Donc ça remonte quand même un petit peu, mais bon, c'était pas en 2001 quand même. Bref. Donc il m'a invité dans le Nord et je suis allé le voir. Et le week-end, il catchait dans une structure locale dans le Nord. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quand même encore beaucoup de catch français un peu partout. Mais voilà, des structures locales tenues par un mec qui avait un ring. C'est son fils, son neveu et 2-3 autres catcheurs qui catchent. Et ça permettait effectivement à des catcheurs français dont vous avez jamais entendu parler, dont je me souviens pas forcément tous des noms, mais ils catchaient régulièrement un peu partout sur vraiment des mini-shows dont personne n'entendra jamais parler, sauf les personnes locales, quoi. Et j'avais vu ce show, et puis je me souviens du mec qui organisait le show, qui était un vieux gars du catch, entre guillemets. Quand je dis vieux gars, pas tant que ça non plus, il avait pas 80 piges, hein, mais ça faisait déjà quelques années, tu vois, et puis il m'avait accueilli dans les vestiaires en faisant alors tu es dans les vestiaires tu vois, et moi je me disais oui, bon, j'étais déjà à la WCW avant, enfin j'avais déjà vu un petit peu plus gros, mais comme j'ai toujours été plutôt gentil, je faisais oui, c'est quand même, c'est vrai, c'est impressionnant, ouais, le show il est impressionnant, tout, mais c'est vrai que c'était un show de campagne, mais cela dit, bon, ce qu'on fera après ne sera pas beaucoup mieux au début, parce que c'est comme ça, c'est le catch français, quoi. Faut commencer, hein. Donc là, c'était une petite salle, donc on s'est rencontrés, on a discuté, il m'a montré les cassettes vidéo qu'il avait tournées à Montréal pendant l'entraînement avec Édouard Carpentier et tout. Moi, ça me faisait tellement plaisir de revoir Édouard Carpentier, qui était plus sur les antennes depuis déjà plus d'une décennie, je pense, mais donc voilà. Et finalement, nos premiers shows ont été vendus, donc je revois en 2003. Il y en a un à Avenay-Val d'Or qui, comme je te le disais, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, serait notre premier show, ou ce qui s'est fait sous la pluie, en extérieur donc, et puis il y avait quasiment que les catcheurs et nous, puisque c'était sous la pluie, donc il n'y avait personne, mais c'était l'occasion de se... Un test, c'était un test, voilà, Booster l'a appelé tour de chauffe à l'époque, c'était exactement ça, quoi. Et ensuite, notre deuxième show, ça c'est le show numéro 1, celui qu'on a vendu, quoi, à Puteaux. Donc région parisienne, à côté de la Défense, Puteaux, qui est l'une des villes les plus riches de France. Et c'était dans la mairie de Puteaux, une mairie immense, en marbre. Et l'année d'avant, ils avaient Eddie Mitchell. Donc je ne sais pas si tu imagines quand même, tu passes de Eddie Mitchell à la ICWA, premier show, organisé par un enfant, et Booster, qui était quand même déjà un peu plus adulte. Il était déjà marié, je crois, à Boula, ou en tout cas ils étaient en couple et ils vivaient ensemble et tout. Moi je vivais encore chez mes parents, hein. Et donc ce premier show à Puteaux, quoi, et ça a été une suite d'emmerdements. Première chose, nous attendions une voiture d'Autrichiens
Parce que ça aussi, à l'époque, normalement, il y avait quasiment que des catcheurs français, ou presque. Il y avait une période où Flèche arrivait encore à faire venir des Fit Finlay, des catcheurs anglais, mais pendant longtemps, ensuite, vu qu'il n'y avait plus trop d'argent, c'était plus que des catcheurs français. Donc nous, c'était aussi un de nos trucs, c'était de faire venir des catcheurs de l'étranger pour faire bosser avec les catcheurs que Booster entraînerait au fur et à mesure. Et donc, au tout début, on n'avait pas beaucoup de catcheurs que Booster pouvait entraîner, forcément, on débutait, donc on avait le Phoenix qui avait été entraîné par Booster, qui était accessoirement son beau-frère, mais bon voilà, catch français. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. On avait pris 2-3 anciens du Nord qui palliaient, qui faisaient des matchs également tout à fait honorables, qui savaient catcher, qui savaient bosser, quoi. Et donc les 4 Autrichiens se perdent en route, donc ils ne sont pas arrivés avant le début du show. Ce qui fait que Booster est parti pour aller les chercher, et que moi je me suis retrouvé dans les vestiaires tout seul à gérer le show pour la première fois de ma vie, alors que j'étais pas du tout parti pour et que je suis pas du tout un meneur ou quoi. Donc ça a été une merde totale. Bon, on s'en est à peu près sorti, on a changé l'ordre des matchs. Savoir qu'à l'époque aussi, j'étais tellement peureux que pas que je refusais, mais j'avais dit à Boosty, j'oserais pas faire l'annonce sur le ring. Je veux bien commenter, mais je le ferai au bord du ring. Moi, je veux pas qu'on me voit. Enfin, j'osais pas monter sur le ring, faire, mesdames et messieurs, on va accueillir la première superstar. Donc, on avait demandé à un autre mais je me souviens plus du tout de son nom, quoi. Il est totalement sorti de mon esprit, le pauvre. Je m'en excuse auprès de lui s'il nous écoute. Pour faire ça, et moi après, je commente le match, tu vois. Mais en toute honnêteté, ça m'avait tellement déplu comment il l'avait fait que je m'étais dit, franchement, je pourrais pas faire pire. Parce que lui nous avait dit, j'avais déjà fait des animations sur le Tour de France et tout, donc je sais faire. Mais en fait, il était tout aussi timide que moi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, franchement, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Ah, c'est terrifiant. Ah, j'imagine. Donc ça, j'ai pas osé le faire ce jour-là. Mais par contre, j'ai osé essayer d'organiser dans les vestiaires. Donc on avait à l'époque, pour vous dire, en plus du Phoenix et 2-3 catcheurs français, on avait fait venir les Van Koenders, duo des Pays-Bas, qui avait la particularité de cracher du feu. Donc ça, c'était cool pour les entrées. Alors évidemment, niveau sécurité, vous oubliez tout de suite, on l'a fait quasiment dans toutes les salles. Il y en a peut-être une où ils ont dit oh, on le fait pas parce que le tapis quand même ça peut prendre feu. Ils l'ont fait quand même. Donc il n'y a jamais eu d'accident. C'est leur gimmick, quoi. Ils sont obligés. C'est leur gimmick, mais je veux dire, avec le recul, je me dis on a quand même mis pas mal de gens en danger, parce que c'est pas le catch américain. Il n'y avait pas de pompiers. Que rares shows en France, très bien organisés, notamment les Amis de la Butte dans le Nord qui organisent tous les ans, je crois Revo et peut-être aussi un peu Handicatch, enfin voilà, qui eux sont vraiment très pros. Il y a des pompiers, il y a des trucs, mais dans beaucoup de shows de catch français, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de sécurité. Sécurité, il y en avait, heureusement, puisque justement les Van Koenders ce soir-là, dans le deuxième match de la soirée, affrontaient les UK Pitbulls. Que je découvrais une équipe de poids lourds très très lourds qui ont fini par devenir mes potes, mais là on ne se connaissait pas du tout, et qui avaient eux aussi une inspiration bien ECW et compagnie. Quand ils sont arrivés, ils ont tellement mis le bordel qu'il y a eu une émeute et qu'il a commencé à avoir une baston totale dans la salle, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient venus des cités aux alentours, et puis d'ailleurs peut-être pas que des jeunes, mais tout le monde a commencé à se battre en plein show de catch. Donc je me demande si j'ai pas envoyé le Phoenix. Je sais d'ailleurs pas comment, parce que il n'y a pas d'oreillette et rien. Je me demande si j'ai pas quitté la table des commentaires pour rentrer au vestiaire, parce que ça m'arrivait de le faire pour gueuler parfois. Quand quelque chose me plaisait pas dans le ring, je quittais la table des commentaires, j'allais dans les vestiaires et je commençais à gueuler, mais pas ce jour-là. Quand j'ai commencé à prendre la confiance. Il fait son patron en vrai. Non, mais je gueulais en général pas forcément sur les catcheurs, ça m'est arrivé aussi quand même malheureusement, mais pas malheureusement. Souvent, il faut le faire. C'était censé. Mais bon, là, je pense que je suis parti de la table et je suis allé dans les vestiaires et j'ai dit, on envoie quelqu'un à Phoenix pour se faire dérouiller, pour attirer l'attention. Exactement, rattirer l'attention sur le ring. Finalement, ça s'est calmé. Les Autrichiens sont arrivés en deuxième partie. Et puis le show s'est à peu près déroulé comme on le pensait. C'était pas le plus grand show du monde, mais il faut savoir quand même qu'on avait, outre la pression du public, les catcheurs de la VS s'étaient déplacés. Il y avait 5-6 catcheurs de la VS de région parisienne qui effectivement étaient venus à Puteaux et qui s'étaient mis bien visibles. Tu vois, genre, on est là, quoi. Donc finalement, les Autrichiens sont arrivés, Boosty a pu revenir et gérer la fin du show. Et puis finalement, quand on en avait parlé la semaine dernière en disant que je souhaitais aussi évoquer ça, parce que c'est quand même quelque chose, là je ne l'ai pas fait, mais le commentaire de show live, c'est ce qui m'a appris le métier. Je n'aurais jamais été
le commentateur que je suis aujourd'hui, avec tous les défauts que j'ai, et certains viennent aussi de ces commentaires en live, sans avoir fait tous les shows de la ICWA. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est vraiment ce qui te... Quand tu arrives dans une salle devant un public qui ne te connaît pas, qui ne sait pas qui tu es, et que tu dois leur expliquer qu'il va y avoir du catch, les règles, les matchs, les mecs qui sont dans le ring en moins de 2 minutes, tu vois, parce que voilà, le match ne va pas durer 1 heure, donc il faut que tu comprennes dès les 2 premières minutes qui c'est. Bon, c'est évidemment aussi le boulot des catcheurs, mais en France, pour les commentateurs, on a cette chance, on a cette vieille tradition qui ne se fait nulle part ailleurs de commenter pendant le show, parce que ça se fait pas en Allemagne, ça se fait pas. D'ailleurs, les Allemands au début se foutaient de ma gueule quand ils venaient d'Allemagne et qu'ils découvraient qu'il y avait un commentateur pendant le show. Voilà, ça se fait que en France. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais vu ça autre part. Ça peut se faire en Indie, aux États-Unis, dans des petits shows locaux, effectivement, où le promoteur veut s'amuser à faire les commentaires ou accueille une célébrité ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est vraiment c'est typique de la France. Ça. Okay. Et c'est là que vraiment j'ai appris le métier. C'est pour ça que je voulais aussi parler de ce catch français que forcément beaucoup qui nous écoutent ne connaissent pas du tout. Mais l'ICWA coïncide aussi avec une période où beaucoup de gens ont voulu commencer à se lancer. Et le catch français a commencé pendant quelques années à accueillir de plus en plus de catcheurs étrangers. Aujourd'hui, c'est presque devenu une norme, mais à l'époque, ça se faisait quasiment pas. Donc voilà. Mais pour en revenir, quand je t'en avais parlé la première fois, tu avais regardé la carte et tu avais vu Pastan et Manuel Passo, qui s'affrontent sur pas mal de premiers shows de la ICWA. Pastan, effectivement, ancienne superstar de Fort Boyard. Fort Boyard, ouais. Qui était catcheur. Et ça va peut-être en étonner beaucoup, mais je pense, pour beaucoup, à l'époque, les premiers shows qu'on a pu signer, c'est parce que Pastan était sur le fascicule. Bien sûr. Parce que Pastan était une méga star. Dans beaucoup de villes, tu le mets sur le flyer, c'est ce qui va apporter les gens au final, c'est le nom connu. Voilà, exactement. Pastan de la télé, les gens venaient. Alors pas forcément peut-être à plus tôt, parce que comme dit là, on avait vraiment un public très jeune. Et je crois que même que c'était un show gratuit offert par la mairie, tu vois, dans leur mairie. Donc, il y avait vraiment une ambiance différente. Mais si je reviens sur Pastan, c'est parce qu'il va nous sauver la mise quelques heures plus tard, lorsque, en rentrant du show, on roule, parce qu'on doit aller le lendemain dans le Nord pour faire le deuxième show de la ICWA, qui était à Radingham-en-Wet, me semble-t-il, lieu d'habitation de la famille Booster. Comment tu as prononcé ça ? Radingham-en-Wet, okay, ouais. À l'époque. Donc ils avaient évidemment pu avoir la salle et on avait fait le deuxième show là-bas. Et donc on avait fait la route de nuit pour rentrer dans le Nord. Et au rond-point de la Boule, pour les gens qui sont peut-être de région parisienne, où j'ai habité quelques années plus tard, c'est un peu comme dans Pagnol, qui découvre le château de ma mère. Moi j'ai découvert le rond-point de la Boule, qui est un rond-point à la sortie entre Nanterre et Puteaux. Hein, parce que j'y habitais, donc je donne les détails, mais tout le monde s'en fout. Hein, je sais bien. Si tout le monde s'en fout pas, en tout cas, Ali s'en fout. Ça, moi, je ne le situe pas, clairement. Je le situe pas. J'ai vu ses yeux, il s'en tamponne. Mais c'est pas grave, il y a un rond-point. Et les 4 Autrichiens, non contents d'être venus en retard parce qu'ils s'étaient paumés et compagnie, arrivent à fracasser la caisse d'un mec qui arrive dans le rond-point. Il est 3h du mat. 4 Autrichiens sortent de la voiture, s'avancent vers l'autre voiture. Que fait le monsieur ? Il ferme les portes, il appelle les flics. Ah oui, 4 Autrichiens le mec il croyait qu'il allait mourir. Alors que les 4... Non, il voulait faire un constat. Non, ils n'étaient pas du tout vénères. Ils voulaient juste faire un constat. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. Mais le gars mec a eu peur direct. Allô, police. Donc, 5 minutes plus tard, la police arrive. Donc nous, évidemment, on était sur place. On s'est arrêté aussi. On a fini par expliquer au monsieur que tout allait bien, mais bon, il caille quand même. Hein. On est en octobre. Octobre 2003, donc il fait froid, donc on était plutôt restés dans les bagnoles, mais là la police arrive, donc faut commencer à parler, puis il voit les 4 Autrichiens, il commence à faire ouais là qu'est-ce qui se passe, nous on n'était pas certains que les mecs avaient pas, mais un peu picolé, parce que bon les catcheurs autrichiens à l'époque en tout cas n'étaient pas les derniers à boire un coup avant, pendant et après le show, hein, il faut malheureusement être honnête. Des bons fêtards. Oui. Donc on se dit merde, ça va peut-être un peu être plus long que prévu, ça va peut-être va peut-être y avoir des problèmes, lorsque, par chance, Passepartant, j'ai fait un mix avec Passepartout, mais c'était bien Passepartout, ayant une petite vessie, sans mauvaise vanne, parce que c'est vrai, il avait énormément le trac, et donc il allait beaucoup aux toilettes, a à ce moment-là eu envie de faire pipi.
Il sort, et là les policiers, oh c'est Pastan, oh là monsieur Pastan, oh là, oh, une fois vous avez des appareils photo, vous faites une photo, vous nous les envoyez à la gendarmerie. Et bon, ils n'étaient pas du tout de Marseille, hein, vu qu'on est en pleine région parisienne. Mais enfin voilà, photo, autographe, et 10 minutes plus tard, on était reparti vers le nord pour le deuxième show de la ICW. Comme quoi. Mais comme quoi, voilà, Passe-Temps a sauvé le coup, et avoir une star dans une voiture, même sûr, de Fort Boyard, ça sauve une vie. Ah non, mais Fort Boyard, c'est un des programmes qui a été le plus regardé par des millions de Français, donc tout forcément, ce gars, il a marqué plusieurs générations. Exactement. Mais donc voilà, Passe-Temps nous a sauvé le coup, et c'était le premier show assez chaotique quand même de la ICW. Et alors, comment ça se passe, le développement d'une petite fédération française comme ça Bah, à l'époque, ça se passe de manière très lente, en quelque sorte. Et puis c'est pareil, on peut pas parler de fédération. Tu réunis des catcheurs, tu essayes de choper un ring. Je sais même pas, non, on n'avait pas le ring à l'époque, on prenait le ring de Pierrot. Pierrot, que personne ne connaît non plus, mais je crois qu'il est encore en vie aujourd'hui, qui est un vieux, lui pour le coup, un vieux de la vieille du catch français, une légende du catch français, mais connu que des catcheurs, quoi, qui avait pendant longtemps un ring, que beaucoup trucs. Il avait été aussi un peu catcheur, et c'était un gars à l'ancienne, il parlait comme ça, quoi. Et je me souviens, quelques années plus tard, on a fait en 2003, en novembre 2003, on est dans le sud, à Carcassonne. On fait une tournée qui avait été horrible pour moi, parce que je sortais pas beaucoup de chez moi, j'étais pas habitué, moi j'ai jamais trop fait de sport collectif, de choses comme ça, donc j'étais pas du tout dans le truc là, et les catcheurs, notamment autrichiens, m'avaient fait vivre un peu un enfer à l'époque. J'ai été moi-même un petit peu bullied en quelque sorte, mais ça faisait partie de l'apprentissage, hein. Je l'ai pas forcément... je l'ai très mal pris à l'époque, j'ai voulu arrêter le catch français, c'est notamment ce Pierrot qui m'avait dit avec sa bonne voix de catcheur français, alors écoute, j'en ai vu des speakers, mais des comme toi j'en ai jamais vu. Et c'est vrai que j'ai presque encore les larmes aux yeux, parce que je m'en souviens parfaitement, quoi, de ce jour-là où j'étais au fond du trou. J'ai beaucoup été au fond du trou dans ma vie, mais à Carcassonne, où on faisait cette tournée, je sais pas si on a encore un peu de temps, on a déjà dépassé le temps établi. C'est pas grave. Parce que ça aussi, on logeait dans non pas un monastère, mais un couvent, un ancien couvent tenu par des nonnes, où il y avait quand même des fantômes, hein. Bah oui monsieur, moi... Je partageais la chambre avec... Il me le dit, genre vraiment comme si c'était une affirmation. Ah mais c'est une affirmation. Il y avait des fantômes, non mais cet endroit était vraiment... Le premier soir, j'arrive là-bas, j'appelle Ishtou, je suis en train de lui parler au téléphone devant le couvent, un mec arrive sur un vélo pour enfants, il roule sur un vélo pour enfants, je dis à Ishtou, il y a un gars sur un vélo pour enfants. Le mec se dit, quoi? Et il sort un flingue, il me braque. Ok, et il fait, ah, et il se casse. Bon Ishtou, je viens de me faire braquer, je te rappelle tout à l'heure. Ok, la nuit arrive. Je dors à côté d'un catcheur autrichien dont j'ai oublié le nom, mais il était super. Lui, il était super sympa, c'était un jeune, il était vraiment cool, on se marrait bien. Première nuit, un chat vient se mettre sur moi dans le lit, j'entends des chiens miauler dans la cour du couvent, et je commence à me dire, putain, il faut chier ces chats, quoi. Putain, j'aimerais bien dormir, demain, longue journée et compagnie, quoi. Je me réveille le matin, je dis à l'Autrichien, putain, t'as entendu les chats, comment il est rentré en plus dans la chambre, on avait la porte fermée. Il me fait, mais j'ai jamais eu de chat dans la chambre, qu'est-ce que tu racontes, quoi? J'ai pas du tout entendu chat miauler. T'étais bourré. Absolument pas, je buvais pas d'alcool à l'époque. C'est vrai, j'ai mis du temps à... Non, oui, 2003, j'étais sain d'esprit, totalement. C'est fou, mais je buvais pas d'alcool. Et je demande aux nonnes, elle me fait, c'est vrai, avant on avait beaucoup de chats, mais ça fait longtemps qu'on n'avait plus de chats. Mais pendant longtemps, on avait beaucoup de chats. Bon, ok. Et la dernière soirée, les Autrichiens étaient partis de cette tournée dans le sud, Carcassonne. Le Phoenix était venu me rejoindre dans la chambre. On avait discuté toute la nuit sans dormir, parce qu'on devait prendre l'avion le lendemain super tôt. Et donc on s'était dit, force de discuter, la nuit passe. Et dans la chambre d'à côté, c'était les UK Pitbulls. Et quand Booster est venu réveiller les UK Pitbulls pour l'avion, ils étaient déjà réveillés, habillés, ils avaient fait leurs valises, ils n'avaient pas dormi de la nuit parce que toute la nuit, leur armoire, les portes claquaient, leurs volets claquaient et ils n'arrivaient pas à ne pas faire que les choses ne claquent pas, quoi. Et ils étaient terrifiés. Deux mecs, un 150 kg, l'autre 220, hard rock, alléluia, comme chantaient les gagnants de l'Eurovision. Ils étaient terrifiés, quoi.
Mais c'était où cet endroit? C'est un couvent, pas loin de la vieille ville de Carcassonne. Enfin, quand je dis à Carcassonne, mais pas loin des remparts. On fera un reportage spécial un jour. Là. Ah non, mais je pense que si tu en reparles aujourd'hui à Big Dave et Bulk, qui étaient donc les UK Pitbulls, ils s'en souviennent parfaitement de cette nuit-là, quoi. Alors que nous, on était la chambre d'à côté avec le Phoenix, on n'a rien entendu. On s'est rendu compte de rien, tu vois. Et chez eux, c'était un bordel sans nom pendant toute la nuit. Ils n'ont pas pu dormir. Ok. Eh oui, mesdames et messieurs. Et pendant cette tournée, j'ai également brisé le doigt de Johnny Storm, le catcheur anglais réputé à l'époque et qui est encore un peu aujourd'hui. Je crois qu'il catche encore un petit peu. C'était un grand nom en tout cas. Qui était très talentueux, mais qui était extrêmement chiant. Et comme il était le moins grand de tous en quelque sorte, un jour il m'a fait chier. Pendant un show, il m'a fait un fuck pendant un de ces 3 shows et j'ai fermé la porte. Mais pas sur son doigt, mais il avait quand même la main comme ça et ça a cogné son doigt, quoi. Et je crois que ça lui a pété le doigt. Après, on est devenus très potes, mais comme la plupart de ces catcheurs aussi, Eric Schwartz par exemple, que j'aime bien aujourd'hui, mais qui m'a un jour porté le $1 Million Dream jusqu'à ce que je m'évanouisse. Oh non. Parce qu'il avait fait une vieille vanne et je lui ai dit oh mais shut the fuck up, et il avait mal pris. Et voilà. Et oui. Mais à l'époque, et donc c'était en mode bizutage ou il voulait vraiment t'endormir à ce moment-là, il était vénère? Non, il était pour pas faire mon psychologue de bas étage, je pense que c'était une occasion pour lui de montrer sa suprématie physique sur le côté un peu grande gueule que j'étais, quoi. Bon, t'as subi quelques petits bizutages, du coup. On va appeler ça des bizutages, comme dit, parce que le but c'est pas de te faire partir, c'est de te tester. Non, pour le coup, non, oui. Et voilà, moi sur le coup, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Hein. C'est clair et net que moi j'étais au fond de trou parce que, comme dit, j'étais un enfant, moi, et j'avais jamais été confronté au monde. Et donc là, j'étais confronté à des gens qui effectivement étaient plus lourds, plus forts et qui pouvaient établir leur loi sur moi, en quelque sorte, même si c'était pas non plus du harcèlement. Non. Tu vois, c'était pas des jours et des jours, hein. C'était juste quelques mauvaises blagues. Eux, ils en rigolaient, mais effectivement, quand ils voyaient ma réaction, ils étaient plus tristes que, tu vois, ils n'en rajoutaient pas. Okay. Mais après, quand tu lis les histoires des anciens, Hulk Hogan s'est fait casser la jambe la première fois. Bah oui, non, c'est ça. Ça fait partie du truc. C'est vrai que c'était pas du tout dans le mode de pensée anglais, tu vois. Mais chez les Allemands et les Autrichiens, il y avait encore ce mode de pensée. Okay. Ils avaient une manière encore différente d'apprendre le catch. Il fallait que le mec fasse ses preuves, quoi. Non, mais ça t'a forgé aussi, sûrement. Ah bah, effectivement, oui. Et puis après, effectivement, je fais un bond en avant assez rapide, mais il y a eu l'inverse, où on s'est retrouvé à La Réunion une fois où on m'a obligé à commenter avec un animateur radio local, et au bout de 2 shows, j'en avais ras le cul et on s'est vénère pour de vrai et on a failli se battre parce que je prenais les choses très à cœur. C'est pour ça que parfois quand je vois les réactions de certains fans et certaines personnes qui leur répondent ou autres, moi je repense aux fans que j'étais et je sais que j'ai toujours pris beaucoup de choses trop au sérieux. Et c'est sûr, être à 2 doigts de se battre avec un animateur radio à La Réunion, alors qu'en plus, il était le chouchou du public, hein, mais donc et pourquoi? Parce que t'aimais pas sa manière? Parce qu'il racontait n'importe quoi et qu'il se mettait en scène. On peut croire, pour mes commentaires, que je mets tout à la rigolade, mais j'ai toujours respecté une chose, notamment sur les shows en live, c'est que les catcheurs, ils peuvent te casser la gueule à tout moment, normalement. Même si c'est les mecs les plus gentils du monde, mais il faut garder cet état d'esprit-là avec le public. Et lui, il mettait les catcheurs dans des positions où il les cherchait. Mais les catcheurs, moi, les mecs, ils venaient me voir et ils me disaient bon, qu'est-ce que je fais? Je lui pète la gueule ou... Parce que c'était soit, effectivement, il réagissait et il lui faisait mal pour de vrai parce que le mec allait pas se laisser faire, soit il faisait rien, il passait pour des cons. Et je lui ai expliqué à la fin du premier show, il m'a dit oui. Et puis le deuxième show, il a fait exactement la même chose. Donc à un moment, ça a commencé à se friter à l'extérieur du ring entre lui et moi. Pas physiquement, parce que je suis un lâche. Hein. J'aurais jamais osé me battre, cela dit, s'il avait commencé, peut-être que j'y serais allé, mais bon, bref. Mais à tel point que le public était truc, parce qu'il croyait que c'était peut-être partie du show. Et que les catcheurs, à un moment, se sont arrêtés de catcher. C'était Big Dave et justement, je crois, notre ami autrichien avec qui je partageais la chambre dans le couvent. Ils se sont arrêtés, puis ils nous ont regardés dehors en disant mais qu'est-ce que vous faites là? Il se passe quoi là? Oh, les commentateurs. Mais si je pense à cette histoire-là, c'est parce que justement quand je suis rentré au vestiaire, quelques-uns de ces mecs qui m'ont fait vivre des moments difficiles, Boosty et eux m'ont dit il aurait bougé un truc, on était 10 au rideau et on arrivait, quoi.
tu vois. Donc, je reste encore une fois là. Je suis très émotif en ce Non, moment. mais c'est ça, maintenant tu faisais partie du crew. La Brotherhood, oui. J'ai porté les valises aussi des UK Pitbulls, parce qu'ils étaient, notamment Bulk, qui est vraiment très massif et qui a énormément de mal à se mouvoir. Oui, dans le ring, il est impressionnant, mais il a du mal, donc je lui ai toujours porté les valises, et c'est pareil, il a toujours été, toujours été là, enfin, ces moments, même si effectivement je les ai très mal vécu et que je voulais partir tous les 3 shows, quoi. Boosty a nombre de fois dû venir, Chris, non, il y a le show, tout va bien se passer. Ouais, parce qu'en plus, voilà, j'étais toujours stressé, ma phrase préférée c'est on est foutu. Toute veille de show, toute la veille de show, je disais on est foutu, on est foutu. Oh là là, le mec trop optimiste. Ah, c'était horrible. Non, bah ouais. Moi, j'étais toujours au fond du trou. Non, mais je vois ce que c'est. Et puis, c'est dur d'être le premier à rentrer. Encore une fois, je parlais tout à l'heure des shows, mais on a fait des shows en dimanche après-midi où il fait jour. Donc déjà, c'est différent. Le public se sent beaucoup moins à l'aise pour réagir. Où les gens, je me souviens, faisaient pas un bruit pendant 2 heures, quoi. Et va chauffer les gens. Et donc, t'es là, t'essayes de les chercher, t'essayes de les trucs. Et c'est en ça où j'ai vraiment appris mon métier. À savoir mettre de l'intensité sur des moments pour essayer de faire comprendre au public, même s'il ne comprend pas forcément ce qui se passe, qu'il y a de l'intensité. Tu vois, un peu comme dans un film où la musique va changer, ou dans un jeu vidéo, où tu sais que là, il va se passer quelque chose. Parce que je me disais, même s'ils ne m'écoutent pas, que ma voix les berce et que... Si tu t'excites, ils comprennent que ça devient plus important, ils s'excitent aussi un petit peu. Il y a un rythme. Non, mais c'est une musique, en quelque sorte. C'est bien que ça a été le projet parfait en fait pour accompagner ta carrière de commentateur à ce moment-là. Ah bah oui. Après, j'aurais aimé que ça soit le projet parfait, que mon projet de commentateur soit le projet parfait qui accompagne ça aussi. Tu vois, j'aurais bien aimé qu'on réussisse de belles choses et que on en a fait des putains de shows. On en reparlera évidemment dans le futur. Mais voilà, j'aurais aimé que ça devienne, que ça grandisse et que. En tout cas, la fédération est toujours là. Elle fait bien encore sûr. Des shows et il faut le noter. Des bons shows. Il n'y a pas très longtemps, ils ont fait Handicatch où ils ont mis 1300 personnes, je crois, dans la salle. Donc voilà, à noter quand même parce que c'est rare qu'une fédération française réussisse à faire ça. Mais juste une question parce qu'on va terminer cet épisode. Là, mais on reviendra. C'est les vacances en même temps un petit peu. Vrai, vous avez plus de temps. Ah oui. Mais on reviendra sur la ICWA. Mais juste pour savoir, toi, tu es resté, on va dire vraiment à plein temps dans le projet jusqu'à quelle période à peu près ? Malheureusement, jusqu'au tournage du pilote Adrénaline, et je ne sais plus exactement quelle date, mais voilà, je suis arrivé jusqu'à l'écriture du pilote, où on pourra aussi en reparler une fois. Ce sera intéressant. Il y a eu le tournage, et malheureusement, à cette période-là, effectivement, on m'a fait comprendre, parce que tout se développait, que c'était plus trop autorisé que je fasse... C'est ça, c'était pas ton souhait que d'arrêter, non. du tout, mais au bout d'un moment... Non, parce que moi, encore une fois, c'est un peu comme, je pense, les gens qui font du one-man show, même si je considérais pas ça comme mon one-man show. Mais c'était ta scène un peu. Voilà, t'avais une réponse directe. Y a beaucoup de mes trucs qui ont entre guillemets réussi après sur NT1, genre Papy par exemple, je l'ai inventé à la ICWA les week-ends pour faire rire Pivi Red. Il aimait bien mon eh oui, c'est Papy, eh oui. Bon, Pivi Red est bon public comme Ali. Et donc il rigolait à ça, et c'est vrai qu'après j'ai pu le mettre sur NT1, et il y a beaucoup de choses que je créais. Toute proportion gardée, hein. Je ne me prends pas pour un artiste, mais c'est vrai, des catchphrases, des vannes, des choses que j'essayais, que si j'entendais que le public réagissait, je me disais, voilà, oui. Et donc je pouvais les ressortir après sur NT1, quoi. Okay. Voilà. Très bien. Bon, c'est la fin de l'épisode numéro 4. On est revenu un petit peu sur la WWE. Et donc on a parlé de catch français. Oui, désolé si évidemment ça ne vous intéresse pas, peut-être pas plus ou autant, je veux dire, que les superstars de la WWE, mais mine de rien, ça fait aussi partie d'une période où beaucoup de gens après se sont lancés. Et si vous suivez certaines fédérations d'aujourd'hui, c'est aussi parce que certains à l'époque se sont lancés et ont montré à certains qui étaient d'abord dans le public que c'était faisable, quoi. Et que, comme moi, avec par exemple les commentateurs ou la newsletter, que ils le font, moi je peux peut-être faire mieux, donc je vais faire mieux et donc je vais me pousser et je vais faire, donc voilà. Je pense qu'on en reparlera dans les prochaines vidéos, mais par exemple c'est ce que s'est dit Yann de Wrestling Clinic quand il a vu que y a des gens qui font du catch et là ICWA a une structure. Yann est devenu catcheur par exemple à ce moment-là, mais comme dit on a encore plein d'épisodes. Tom Larufa notamment. Donc on reviendra sur la ICWA lors des prochains épisodes. On va continuer avec la WWE et donc Raw, SmackDown, etc. Même si là on passera plus rapidement maintenant sur... on va pas faire année en année, je pense qu'on pourra faire plusieurs années par épisode parce qu'il y a tellement de choses à voir. Comme tu l'as dit, je veux dire c'est un peu...
on se souvient pas de tout exactement. On Et s'intéresse. surtout que c'est une époque, et on en reviendra, où justement on commence à rajouter SmackDown au programme pour nous. Et puis petit à petit les DVD arrivent, donc on commande de plus en plus. Et là, pendant quelques années, ma vie n'est quasiment que du catch. Mais ce qui fait aussi que mon cerveau, tu vois, je sortais par exemple d'un DVD, je me souvenais quasiment de rien Mais je de ce vois qui ce que s'était tu veux passé dire. parce que 3 heures, parfois plus, boum, tu commandes comme un fou. Et ensuite, le lendemain, il faut se remettre sur autre chose. Enfin voilà. Donc on n'a pas, les souvenirs sont beaucoup moins précis que pour le Royal Rumble 89, Yes. où c'est Axe qui débute, Smash, ensuite André le Géant. Et voilà, Il peut tous les faire. non, presque. Donc Ichtou. voilà, on s'intéressera surtout comme d'habitude au grand moment de la carrière du grand Christophe Ajus. Donc Christophe, merci. Je te laisse clore le débat. Eh ben écoutez, je te vous vois pas, mais merci à toi également, Ali. Merci encore à vous. Vous êtes tellement gentil. Et bon, Ali commence un peu à me connaître dans la vie. Je dis pas ça. Je suis pas un faux cul quand je dis à quelqu'un qu'il est gentil. Donc vous êtes gentil. Et je vous souhaite aussi de très bonnes fêtes de fin d'année, quelles que soient les fêtes que vous fêtiez ou pas, mais passez de bonnes vacances. Profitez de vos familles, amusez-vous bien. Regardez du catch, mais pensez aussi un peu à vous aérer l'esprit. Ne restez pas trop sur les réseaux sociaux, ne vous énervez pas. Soyez gentils. On peut faire de belles choses en étant gentil. Regardez Ali, il n'a pas l'air, mais il est plutôt gentil. Il n'est pas l'air. Moi aussi, Philippe Chéreau est gentil. Soyons gentils. Il faut s'aimer. tous Ah bah ensemble, oui, tous il faut ensemble. s'aimer pour... Non, je vais pas commencer à chanter 4 numéros avant que je chante, je crois. Merci encore donc, bravo Ali, je vais dire, mais oui, bravo pour N'oubliez Catch pas de Club. vous abonner Oui. à la chaîne. Oui, ça, c'est ton N'oubliez boulot, pas ça. de liker la vidéo, de Merci. vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Là, au moment où on poste cette vidéo, on vient de passer les 8200 abonnés sur l'univers d'Ajus. Donc C'est ça ouf. continue de grandir, Bah, c'est pas mal merci. du tout. Il y a 3 personnes qui ont disliké la première vidéo. Sympa. Donc bon, je ne sais pas qui c'est. C'est Ça ma doit mère. être ta mère. C'est ma mère. C'est ma mère et ses 2 sœurs. Elle a mis ses 2 sœurs sur le coup, la famille Koenig. Bravo, merci. Donc voilà, merci à tous et à la prochaine. Bisous à tous. Ciao.